Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on va changer un petit peu de registre. On va traiter un film d'animation, ce qui est assez rare chez nous, et un film d'animation japonais, ce qui est encore plus rare chez nous. Et dans Stéroïdes, je veux dire. Grande première. Grande première. Et je suis avec Mathieu Gallet. Bonjour. Spécialiste S-jeux vidéo de Capture Mag, n'est-ce pas, tu vois, pour parler d'une adaptation de jeux vidéo. Tout à fait. Voilà, des années Bonjour 90. Stéphane, et merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, arrête de me remercier, ça suffit comme ça. Alors, on donne le titre, puisque je pense que les gens, de toute façon, ont cliqué, ont lu ce que c'était, quoi. Street Fighter 2, le film. Le film animé. Attention, donc on est bien d'accord, on ne parle pas du film de Steven de Souza, de l'adaptation de Steven de Souza, qui date de la même époque. Et qui d'ailleurs s'appelle Street Fighter le film, et voilà. non pas Street Fighter 2. Le film. Voilà, la distinction est importante. Voilà. Et Street Fighter 2, le film. Alors, on va un peu remettre dans le contexte, parce que c'est un truc des années 90 que je pense que peut-être pas mal de nos auditeurs ont découvert à l'époque. C'est sorti en vidéo chez nous. Ouais, hein. C'est sorti en vidéo chez nous. C'était chez Manga Video, Manga je crois, Video, qui était un des gros distributeurs de l'époque, dont je pense ceux qui suivaient la Japanimation à l'époque se rappellent encore de la fameuse intro qui était sur toutes leurs cassettes, qui a beaucoup fait pour la réputation gore, sexe de la Japanimation en France, je pense d'ailleurs. Et on en avait un petit peu parlé dans le podcast sur Otomo, et puisque c'est vrai qu'il y a certains des films dont on parlait qui sont sortis aussi dans cette collection-là. Et Street Fighter 2, le film, c'est un film, je pense que pas mal de gens ont découvert, puisqu'il y avait une énorme Street Fighter mania, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Street Fighter 2, c'était à l'époque un des plus gros jeux vidéo au monde, quoi. Voilà. On va remettre un peu de contexte. Street Fighter 2, la première version, sort en arcade en 91. Et c'est une révolution, quoi, à l'époque, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier jeu de baston en 1 contre 1 avec un roster de personnages sélectionnables assez large, parce que 8 personnages à l'époque c'était quand même assez gros, quoi. Puis tout ce que ça amène, quoi, sur le début de la scène compétitive, la prise en main immédiate, les manipulations pour faire les coups spéciaux et tout ça, voilà, ça a vraiment posé à peu près toutes les bases du versus fighting dans le jeu vidéo. C'est un énorme succès qui est en plus largement aidé par la sortie de la version console avec la Super Nintendo, qui est un carton atomique aussi. Ouais, ils ont vendu 6 millions d'exemplaires du jeu. Ça a été pendant très longtemps la plus grosse vente de Capcom sur une seule plateforme. Voilà, et Capcom entretient largement la ferveur autour du jeu avec les multiples versions successives où en gros à peu près tous les 6 mois il y a une nouvelle version à commencer. Donc Street Fighter 2 Prime qui met les bottes, on va pas toutes les citer, mais voilà. Et donc évidemment, et ça dépasse aussi le simple média jeu vidéo, puisqu'ils en font une franchise transmédia. Il y a un manga qui sort, il y a Hasbro qui fait des figurines G.I. Joe Street Fighter, etc., etc. Et donc évidemment, la suite logique, c'est de lancer la production d'un film d'animation. Alors qui est un film d'animation produit pour le cinéma. Oui. Au Japon, c'est sorti au cinéma. C'est sorti à l'été 94. Gros succès. Et c'est un très gros succès, puisqu'effectivement, le film se classe dans le top 5 du box-office japonais de cette année-là. Je crois qu'en dollars ajustés, il a rapporté environ 28 millions de dollars pour un budget de 6 millions. Quoi. Voilà. Donc c'est un très très gros succès. Et donc chez nous, il sort directement en vidéo. Alors il y avait eu une sortie envisagée pour la version anglaise en salle aux États-Unis, qui a été annulée, sans doute parce que il ne voulait pas faire de concurrence ou que les gens se plantent avec le film de Van Damme, qui était en production à peu près au même moment et qui est sorti très peu de temps après, puisque la sortie US du film de Van Damme c'est décembre 94 aux États-Unis, au printemps suivant chez nous. Il y a d'ailleurs un carton à la fin du générique du film animé qui annonce la production du film de Steven de Souza. Voilà. Donc chez nous ça sort en vidéo et puis ça devient, je pense, assez rapidement un des films emblématiques de la Japanimation de cette époque pour le public occidental. Je pense en France notamment, parce que moi je Totalement, sais que chez nous, moi dans mes potes, les amis que j'avais à l'époque qui s'intéressaient à la Japanimation comme moi, ou même dans les magazines de jeux vidéo, dans Animeland ou des trucs comme ça, voilà, le film avait fait quand même pas mal de bruit, quoi. Pas mal de bruit, et alors le truc c'est qu'il avait une plutôt bonne réputation, en fait je pense, à mon sens, parce que alors, moi je l'ai découvert à l'époque aussi, alors moi j'ai mon frangin, pour la petite anecdote, qui avait ramené une cassette japonaise non sous-titrée.
Je sais pas où il l'avait trouvé. C'était compatible les VHS japonais? Alors, nous on avait un magnétoscope NTSC, donc on s'en foutait, mais on avait les deux, quoi. On n'avait pas la NTSC, et en gros, on s'en foutait complètement. Mais du coup, il avait ramené une cassette, c'était non sous-titré, et on a regardé le film comme ça, et moi je l'ai jamais revu jusqu'à maintenant pour ce podcast, puisque c'est toi qui as proposé ce film. Voilà, c'est moi qui proposais. Et j'ai trouvé ça effectivement assez intéressant de revenir sur ce film. Et alors, à la revoyure aujourd'hui, je pense que on a un peu fantasmé le film à l'époque, même en le voyant, tout simplement parce que je pense que justement il détonnait avec... parce que nous, pour le coup, on l'a découvert, contrairement au public japonais, on l'a découvert après le Van Damme. Ouais. Et le Van Damme, si tant est que ce soit le terme, c'est une trahison en règle de ce qu'est Street Fighter 2. Ça n'a plus rien à voir avec ce que peuvent être les personnages. Alors, il faut savoir que donc, malgré... Et du coup, attends, je termine juste cette logique-là. Ce que je voulais dire, c'est que Street Fighter 2, du coup, comme en fait ça traitait les persos dans leurs costumes avec avec chacun une vraie portion plus ou moins égale, même si évidemment les persos principaux ça reste Ryu, Ken et Chun-Li éventuellement, même si elle déblaye assez rapidement dans l'histoire. Guile aussi, mais il faut rien. Guile aussi, voilà, c'est ça. C'est un jeu bar. C'est des personnages qui ressemblaient aux personnages que tu joues quand tu jouais au jeu, quoi. Si je peux rajouter un peu de contexte aussi, je pense qu'il y a aussi le contexte des autres adaptations de jeux vidéo en animation à l'époque. Puisque SNK, qui était donc le concurrent, le rival historique de Capcom à l'époque, sortait aussi des trucs d'animation. Mais là, pour le coup, c'est des OAV, c'est-à-dire des trucs directement en vidéo. Et que ce soit les deux premiers Fatal Fury, le Art of Fighting ou le Samurai Shodown, c'était quand même assez miteux. Oui, mais c'est jamais vraiment trop arrivé en France, ni ça n'a jamais eu de répercussions. Ouais, c'est arrivé en cassette aussi. Oui, mais ça n'a pas eu de répercussions énormes, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a juste eu le troisième Fatal Fury, qui était pour le coup aussi un film de cinéma, qui est sorti à peu près en même temps que le Street Fighter 2, qui se payait une meilleure gueule. Et il y a un autre point commun entre les deux sur lesquels on reviendra plus tard d'ailleurs. Mais le truc, c'est que, en fait, alors, moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que, et ça, c'est peut-être intéressant de le signaler, c'est que je pense que il y avait une comparaison entre l'animé japonais respectueux de la franchise, etc., et la croûte hollywoodienne, en fait, qui mettait tout en berne. Sauf que les deux sont produits par Capcom. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est que, et aussi une des problématiques, et on va pas faire un podcast sur le Steven de Souza, sur le Van Damme, mais une des problématiques aussi de Street Fighter, c'est que Steven de Souza devait composer en permanence avec Capcom, qui lui demandait de rajouter des persos à la dernière minute et ce genre de choses, ce qui fait que le film était complètement déséquilibré. Et lui en plus n'essayait pas de faire un truc. Enfin, il était parti sur son délire en utilisant déjà en plus de ça, c'était un film d'espionnage, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Il faisait un James Bond-like en fait, un peu parodique. On colle les personnages et du coup on met les persos, on fait coller les persos un peu comme on peut. Et en plus de ça, il y a l'idée qu'on va prendre des personnages, enfin des acteurs n'ont pas forcément le physique de leur personnage. C'est-à-dire que j'aime beaucoup c'était Westody, non, qui faisait Sagat. Voilà, j'aime beaucoup Westody, mais il a pas du tout le physique du Sagat en jeu, qui est une montagne de muscles, quoi. Oui, voilà. Alors moi je veux bien que tu me pitches Street Fighter 2, parce que mine de rien, en fait, quand tu joues à Street Fighter 2, en vrai il y a pas d'histoire, on s'en bat les couilles. Il y a un lore quand même dans Street Fighter 2 qui effectivement à l'époque n'était perceptible que par les brèves scénettes qui servaient de fin en fait à chaque personnage quand tu utilisais le mode arcade, quoi. Mais il y avait un truc. Alors donc le pitch du film, c'est que il y a donc le méchant, Mister Bison, chez nous, on en reparlera, dirige donc son organisation terroriste et de trafic de drogue et d'armes, etc., internationale, qui s'appelle Shadowlaw en VF, Shadaloo chez les Japonais. Et donc il est à la recherche des Street Fighter pour en faire des assassins pour ses buts maléfiques. Et donc sa cible, c'est Ryu, qui est l'un des meilleurs combattants de la planète, qui s'est fait repérer parce qu'il a battu Sagat en duel des années auparavant. C'est la scène d'ouverture. Et donc il va essayer par tous les moyens de récupérer Ryu pour l'enrôler et en faire un assassin. Et pendant ce temps-là, on a Chun-Li, qui est une agent d'Interpol, ce qui est canon dans le jeu, qui s'associe avec certes, mais bon. non mais c'est vrai, et qui s'associe avec Guile, qui lui fait partie de l'US Air Force, pour traquer donc lui aussi Bison, puisque tous les deux ont un compte à régler avec Bison, puisqu'il a tué le père de Chun-Li et le meilleur ami de Guile. Voilà. Et pendant ce temps-là, donc Ryu lui fait son tour de la planète pour trouver des combattants, puisque lui son but c'est
c'est de se confronter à toujours plus fort que lui. Et à côté de ça, et on a aussi Ken, avec qui il s'est entraîné, donc on a des flashbacks sur l'entraînement. Voilà. Mais le but, des flashbacks assez étranges. Et tout va aller vers une ultime confrontation donc avec Mr. Bison. Voilà. Alors, c'est assez basique. Hein. C'est assez basique, mais en fait, c'est assez aussi, moi je trouve assez bizarrement raconté dans le film parce que la progression dramatique est pas évidente. Hein. Voilà, c'est-à-dire que d'un coup, c'est bon, ben voilà, alors il va récupérer Ken, il va en faire un assassin, et puis d'un coup, c'est ça. Sauf que ça prend 1 heure. Hein, oui, ça prend 1 heure. Et sur un film, il dure 1h40 quand même. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a donc il y a pas mal de, enfin, à la revoyure, mais je pense que c'était déjà le cas à l'époque, mais on s'en foutait plus en fait. On s'en foutait un peu plus, quoi. Mais là, à la revoyure, il y a quand même pas mal de passages étranges. Il y a notamment, par exemple, une scène de douche. Avec je pensais pas que tu viendrais aussi vite. J'y vais vite parce qu'en fait, après, bon, le truc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que oui, effectivement, on peut. T'as pitché le film comme ça, c'est à peu près le résumé. Maintenant, c'est un truc où c'est aussi un prétexte en fait pour mettre quelques bastons. Elles sont pas d'ailleurs hyper voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est on utilise les coups connus, les Hadouken, les machins, les trucs, Sonic Boom. Voilà, contrairement au film live, il y a une volonté de vraiment respecter les partis pris du jeu. Où donc ils essayent de faire des chorégraphies de combat relativement réalistes, mais dans lesquelles effectivement à un moment les mecs vont te sortir les coups spéciaux, le Shoryuken, le Hadouken, etc. Et d'ailleurs c'est une vraie note d'intention de la première scène, puisque en l'espace de 5 minutes Ryu il te sort à peu près tout, quoi, hein. Il fait le Shoryuken, le Tatsumaki et ça se termine par le Hadouken, quoi. Sauf que la raison pour laquelle je parle de la scène de douche, en fait c'est pas forcément automatiquement que la scène de douche, hein, mais c'est en fait c'est une question de comment le film perçoit ces personnages là aussi. C'est-à-dire que nous, encore une fois, ces personnages là, si tu t'intéresses au lore, effectivement il existe, mais en vrai pour la plupart des joueurs, c'est tu prends la manette, tu vas taper sur la gueule et t'arrives au boss, quoi. Voilà, de ton copain. Donc le truc, si tu veux, si tu joues à 2, quoi. Donc le truc, c'est que du coup l'accent est vachement mis sur le reste parce qu'il c'est pas que de la baston. Et en fait, donc Ken, c'est le grand romantique américain, si tu veux, avec sa nana qui est dans sa Porsche, enfin dans sa Ferrari ou je sais pas quoi, et tu sais, qui va sur le lac Washington ou je sais pas quoi. Donc t'as quand même pas mal de scènes comme ça. Ryu, c'est le vénérable le taciturne japonais, tu vois, qui comment dire, qui s'entraîne sur les montagnes, tu vois, tout seul et tout, le solitaire, tu vois, etc., etc. Et du coup, Chun-Li, eh ben, elle prend des douches. Et en fait, si tu veux, t'as une énorme. Oui, parce que la partie enquête de Chun-Li et Guile, elle est très très limitée. Hein. Très limitée. Puis en plus, c'est. Moi, j'ai revu le film, j'ai pas compris comment ils font pour déterminer d'ailleurs où est la base à la fin, quoi. Oui, arrivé à ce stade-là, je pense que tu te poses plus la question, quoi. Voilà, mais surtout qu'en plus, t'as l'autre qui arrive avec son vaisseau, donc au bout d'un moment, c'est vas-y, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est vraiment écrit. Voilà. Et alors, le truc, c'est que donc t'as cette scène de douche. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que t'as pas mal de discours aujourd'hui sur l'hypersexualisation des personnages, tu vois, de féminin dans le jeu vidéo et notamment dans les jeux de baston. Ce qui est pas, en fait, justement, elles sont, comment dire, sexy, on va dire, tu vois, Chun-Li ou Camille, par exemple, dans le jeu, mais c'est un jeu en 2D. Il n'y a pas de mise en scène autour de leur... C'est pas objectifié, quoi. Voilà, non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de mise en scène autour des persos, on va dire. C'est-à-dire, tu les vois de côté, tu vois les cuisses, tu vois les trucs comme ça, voilà, tu vois qu'elles ont une forte poitrine éventuellement, mais voilà, ça s'arrête là. Alors que dans le film, il y a une mise en scène autour de ça. Non, c'est-à-dire l'apparition de Camille au début, et qui s'attaque à, je sais plus, un ministre, un truc comme ça, parce qu'elle est possédée, enfin, on lui a lavé le cerveau pour en faire une assassin. C'est les 5 plans où elle attaque, c'est des plans en fait avec il y a des plans d'entrejambe scientifiquement c'est cadré, hein, scientifiquement pensé pour montrer l'entrejambe de Camille, quoi. Donc déjà tu te dis ok, donc d'un seul coup là tu te rends compte que c'est le dessin animé qui fait ça, c'est-à-dire plus que dans le jeu vidéo. Ouais. Et Chun-Li, carrément sa scène, quoi. Tu vois, c'est du De Palma, quoi. C'est-à-dire là, effectivement, mais on était encore, je pense, une période où il y avait, donc ça n'avait pas forcément changé dans certains trucs de Japanimation, mais c'est vrai qu'on était quand même à fond c'était le fan service, quoi. C'était vraiment, je pense que là, c'est assez conscient de la part de Capcom. Il y avait le public adolescent qui avait une part de fantasme sur Chun-Li, parce que c'était quand même un des rares personnages féminins du jeu vidéo à l'époque, hein, qui était représenté d'une manière où on pouvait éventuellement fantasmer dessus. Elle était cute, ouais. Voilà, et du coup, là, on est vraiment... nos fans adolescents, ils sont... pour reprendre une phrase célèbre, plein de foutre et d'hormones. Ouais. Voilà, donc hop, vous nous le collez une scène de douche, ça va faire parler et on va faire ça. Et effectivement, sauf que cette scène, en fait, elle est très bizarre parce qu'elle est d'autant plus bizarre, je trouve, vis-à-vis du perso. C'est que n'importe comment. Pour moi, le personnage de Chun-Li,
je veux dire, si je veux savater mon pote, quand je joue, je prends Chun-Li. Ouais. C'est ce qui est le plus facile, tu vois. Donc en fait, pour moi, elle a toujours été représentative d'un personnage fort. Ouais, c'est un personnage très populaire. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, le principe de lui montrer une scène de douche, dramatique, j'entends. Si je sors vraiment, si je rentre dans la... Il y a le danger, parce qu'elle est menacée par Vega et elle n'entend pas le coup de téléphone. C'est censé être je veux dire, la mettre dans une position de victime, ce qui déjà colle pas avec le perso. Tu vois, pour moi, c'est déjà le premier problème. Et effectivement, elle se fait attaquer par Vega. Mais alors ça, c'est un autre truc aussi, c'est que quand tu regardes le film en japonais. Ouais. Et alors toi, tu connais bien ce lore-là. Et en fait, ils ont tous des noms inversés. Alors les noms sur les 4 boss qui étaient dans Street Fighter 2, donc Mr Bison qu'on connaît, donc Mr Bison, le dictateur, Balrog le boxeur et Vega l'espagnol avec sa griffe. En fait, il y a eu une inversion des noms pour les versions occidentales parce que en fait, dans la version japonaise, le boxeur c'est donc M Bison, en référence directe à Mike Tyson. Mais les instances internationales de Capcom ont craint que s'ils mettaient ça dans la version occidentale du jeu, Mike Tyson s'énerve et leur fasse un procès. Donc ils ont tout inversé. Et du coup, Mr Bison c'est devenu le dictateur, le boss de fin. Le boxeur c'est devenu Balrog et l'espagnol avec la griffe c'est devenu Vega. Voilà. Et donc c'est déjà le gros bordel parce que quand tu revois le film en japonais aujourd'hui, tu compares la version française, tu sais, effectivement ça fait bizarre quoi. Et du coup, et d'ailleurs. Sur la scène compétitive de Street Fighter maintenant, ils utilisent des termes génériques pour désigner les personnages pour pas qu'il y ait de confusion justement entre les joueurs occidentaux et les joueurs japonais où ça devient donc dictator, boxeur et Claw pour désigner les personnages. Donc il y a que Sagat qui avait gardé son nom d'origine en fait sur les 4 boss. Et alors t'as oublié de parler d'un perso, je crois. En fait, tu l'as peut-être cité vite fait, mais le cyborg. Ouais. Oui, parce que pareil, un personnage complètement étrange. Effectivement, parce que le truc du film, c'est que le Bison, donc le dictateur, le méchant, envoie des cyborgs pour espionner les différents Street Fighter aux 4 coins de la planète et collecter des données sur leur force d'attaque et tout ça pour savoir lesquels feraient des bonnes recrues pour en faire des assassins pour l'organisation. Alors on est dans un truc qui est à mon avis complètement inspiré par Dragon Ball avec le truc qui permet d'analyser la force des combattants, mais c'est vrai que c'est un truc qui est présenté comme super important au début du film et puis qui disparaît complètement au bout d'un moment quoi. C'est tellement important qu'ils en ont même fait un jeu en fait quand ils ont adapté cet animé en jeu. Il y a eu une version japonaise uniquement. Qui sort uniquement au Japon, qui est une espèce de truc interactif où en fait tu joues le cyborg, mais ça consiste simplement en regarder des extraits du film et d'analyser les scènes pour récolter des données, et à la fin tu joues le cyborg dans un combat contre Ryu qui utilise le moteur de Super Street Fighter 2, c'était la dernière version en date à l'époque, et selon ce que tu as fait dans le jeu, si tu gagnes, tu as des fins différentes avec des séquences animées inédites faites par le studio qui s'appelait le groupe TAC. Qui avait fait les séquences, qui avait fait le film quoi. Mais d'ailleurs en fait on n'a pas cité du tout le réal il s'appelle Gizaburo Sugi, voilà, qui est quand même un gros nom. C'est un mec qui avait traîné ça un vétéran c'est un vétéran qui d'ailleurs n'était pas le réalisateur original, il a été le réalisateur original s'est fait débarquer et il a été remplacé, et le groupe TAC effectivement avait pareil, c'est un truc qui a collaboré à plein de trucs, qui a notamment bossé sur les films Space Battleship Yamato, les connaisseurs connaîtront. Et voilà, qui a fermé il y a une dizaine d'années d'ailleurs, mais oui c'était quand même un studio qui était assez réputé dans le milieu quoi. Et d'ailleurs effectivement le film, même si l'animation a un peu vieilli maintenant, avait une qualité d'animation pour l'époque. Là encore effectivement, si tu compares à ce qui pouvait être fait en matière d'adaptation animée de jeux vidéo à l'époque, c'était quand même le haut du panier quoi. Oui, mais c'est d'ailleurs je pense aussi une des raisons pour lesquelles le film a plus ou moins plu à l'époque. Oui. Voilà, il y avait ça, et puis il y avait effectivement c'était ce respect des personnages, puisque les personnages tels que tu les voyais, ils avaient leurs costumes, ils avaient leurs caractéristiques, ils avaient leurs coups spéciaux. Donc tu vois effectivement Honda faire la fusée, Bison faire la glissade. Voilà, même dans les chorégraphies d'ailleurs, ils essayent souvent de mettre des poses qui renvoie directement au jeu. Et puis tu peux même considérer que d'ailleurs quand dans les bastons les personnages se mettent tout d'un coup à faire un enchaînement sur leur adversaire, c'est l'équivalent, c'est une tentative de traduire dans l'image le principe de combo qu'il y avait dans Street Fighter, qui était d'ailleurs une des grosses innovations du jeu à l'époque, le fait de pouvoir enchaîner les coups sur un adversaire quoi. Mais c'était un des trucs, moi je trouve que c'est un des trucs aujourd'hui encore un peu intéressant, parce que en fait quand tu regardes le film aujourd'hui, disons qu'il avait un grand intérêt à l'époque, puisque Capcom ne pouvait pas se permettre des cinématiques de qualité, on va dire même. Oui, les fins des personnages, c'est des images fixes. Voilà, c'est ça, et une pause iconique ou un truc comme ça, mais
Aujourd'hui, quand tu joues à Street Fighter 5, quand tu joues même à Street Il y a Fighter 4, il y a des modes scénario. Ouais. Voilà, t'as des modes scénario, il y a des petites cinématiques, il y a des trucs comme ça, et du coup, en fait, si tu veux, ça perd son intérêt, on va dire, ce film-là perd son intérêt, mais c'était intéressant de savoir comment les mecs allaient essayer de mettre en scène ces personnages-là et ces combats-là et ces coups, quoi. Et après, c'est vrai que c'est souvent beaucoup. Qui sont chorégraphiés. Oui, c'est chorégraphié. Oui, bah, ils étaient allés chercher des mecs connus, puisque la chorégraphie. Ah, ils regardent ces petites fiches. J'ai pas retenu le nom. Oui, la chorégraphie ils avaient été cherchés comme consultants pour la chorégraphie des scènes de combat. Le Kazuyoshi Ishii, qui était le fondateur du K1, et Andy Hug, qui était un champion suisse de kickboxing, qui est décédé depuis d'ailleurs. Mais donc ouais, ils ont quand même fait le boulot, quoi, et notamment aussi pour comment intégrer de manière un peu cohérente les coups spéciaux d'ailleurs. Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a une espèce de ils sont un peu à cheval sur les trucs, parce que t'as certains coups spéciaux qui sont représentés vraiment dans le mode bah ouais, quand il doit balancer un Hadouken, il y a vraiment une boule de feu, quoi. Il fait la boule de feu, et à côté de ça tu vas avoir un truc du genre quand Chun-Li fait les coups de pied rapides, là pour le coup c'est juste, elle met vraiment une série de coups de pied super rapides. Tu vas pas l'espèce d'éclairs bleu, enfin d'énergie bleue qu'elle pouvait avoir, qu'elle avait sur les pieds dans le jeu, quoi. Mais ça, je pense que c'est une manière, en fait dans leur logique, c'est une manière de représenter la vitesse dans le jeu vidéo, et du coup ils se sont dit qu'ils en ont pas besoin puisqu'ils le représentent différemment en animation. Mais ça s'appelle un vrai travail d'adaptation. Oui, tout à fait. Prends ça dans ta gueule, Robert Rodriguez. Voilà. Tu vois, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Ouais. Non, mais en plus de ça, c'est intéressant de constater que le film c'est autant nourri des jeux que les jeux vont ensuite se nourrir des films. C'est-à-dire que tu regardes la scène d'intro avec Sagat, ça se termine par un plan frontal cadré à taille de Ryu qui est en train de préparer le Hadouken qui va lancer. C'est littéralement l'intro de Super Street Fighter 2 en arcade, en fait. Oui, c'est vrai. Et à côté de ça, le découpage de la scène avec les éclairs qui zèbrent le truc et la baston entre Sagat et Ryu qui est comme ça, va être un peu repris pour l'intro de Street Fighter Alpha en arcade. Où ils font la même chose avec Ken, avec un duel entre Ryu et Ken dans la séquence d'intro. Et au-delà de ça, la série des Street Fighter Alpha qui est censée être des préquels, en fait, qui montre les personnages plus jeunes, va reprendre pas mal d'éléments du lore qui ont été développés dans le film, notamment dans la version console du premier Street Fighter Alpha. Tu avais un mode de jeu qu'ils avaient appelé Dramatic Battle, qui permettait de jouer à 2 joueurs contre l'ordinateur, où un joueur jouait Ryu et l'autre joueur jouait Ken, et à 2 contre Bison. Donc, en fait, en gros, ça reprenait directement le combat final du film. La représentation graphique de Bison comme une montagne de muscles, c'est faite ensuite sur la base de celle qui est dans le film, puisque dans les versions de Street Fighter 2, il était très fin, en fait. C'était un personnage qui était plutôt élancé, en fait. Tu reprends le sprite de Bison dans Street Fighter 2 et tous les dérivés ensuite, c'est un personnage qui est relativement fin et élancé, et à partir de Street Fighter Alpha, ça devient une vraie montagne de muscles, quoi. Et c'est comme ça de la même manière qu'il est représenté dans le film. Street Fighter Alpha 3 va reprendre le concept pour la storyline de Ryu, va reprendre l'idée que effectivement Bison lui court après pour s'approprier son pouvoir et tout ça. Donc voilà, il a quand même eu son importance, le film. Ouais, le film a compté. Il y a eu derrière, ils ont fait une série, le même studio d'animation a fait une série je sais plus si c'était une série télé ou une série d'OAV qui s'appelait Street Fighter 2V, qui était dérivée là aussi et qui l'a aussi a pas mal influencé les alphas, en fait, quoi. Voilà. Donc il y a une vraie synergie, en fait. Ils auraient quand même pu mettre Birdie. Mais il est arrivé avec les alphas, Birdie. Ouais. Il y en a déjà beaucoup. Birdie, il était dans. Ah oui, dans le premier Street Fighter. C'est vrai que c'est un personnage qu'ils ont refait. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un personnage qu'ils ont fait revenir. Le meilleur perso de l'histoire de Street Fighter, pour moi, c'est tout. Birdie, quoi. Le punk anglais, punk à chien dégueulasse. Moi, je comprends pas pourquoi il est pas canonique, quoi. Pourquoi il est pas là tout le temps, quoi. Oui, ils l'ont remis dans le 5, d'ailleurs. C'est vrai? Il est dans le 5. Il est dans le 5. Comme perso de base, d'ailleurs. C'est pas un perso en DLC. C'est vrai? Il est dans le roster de base du 5. Putain, mais j'ai pas assez joué à Street Fighter 5. Faut dire que c'était un peu compliqué quand même. Au début, il était pas optimisé, on va dire. Non, il y avait pas de mode histoire, justement. Au début, il y avait pas de mode histoire. Le mode avec les cinématiques a été rajouté après. Bon, pour boucler sur Street Fighter 2, le film, aujourd'hui, on est d'accord que ça a un petit peu pris un coup dans la gueule. Oui, ça se revoit. Pas difficilement. Moi, j'ai pris du plaisir à le revoir, mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur ce qu'on pouvait en penser à l'époque. Moi, ça reste je pense que c'est plus intéressant à voir aujourd'hui comme un témoignage de ce que pouvait être Street Fighter 2 à l'époque. Et d'ailleurs,
plus généralement de voir aussi comment on percevait et on adaptait la Japanimation, parce que je voulais en parler comme vite fait. Il y avait eu dans l'adaptation pour l'Occident un changement sur la BO en fait. C'est-à-dire ils ont complètement modifié la BO pour les versions anglaises et occidentales, enfin, européennes. Puisqu'on était sur un truc, la BO japonaise originale était plutôt dans un truc assez ambiant et tout ça, quoi, voire même des fois très très typique de ce que tu pouvais voir dans la Japanimation, c'est-à-dire que à la fin quand Ken vient rejoindre Ryu pour mettre la pile à Bison, t'as un truc limite de J-pop, quoi, tu vois. Et en fait dans t'as des morceaux de J-pop. Oui, il y a des morceaux de J-pop dans le film. Et alors que ils ont dû se dire on met de la baston, on va pas mettre ça pour faire de la baston, donc la BO occidentale est beaucoup plus basée sur les guitares saturées, c'est un truc très très agressif, et parce qu'on était en pleine vague de grunge, le début du néo-metal, ils sont carrément allés chercher des morceaux de Silverchair, de Alice in Chains, de KMFDM pour le combat entre Vega et Chun-Li, et Korn pour le générique de fin, quoi. Voilà, ça, j'ai pas l'impression que ce soit forcément propre à la Japanimation. Je pense qu'en fait il y a par exemple, si tu veux, quelques années après, mais c'était déjà le cas avant, Besson quand il achète les droits d'Hong-Bak et qui coupe la moitié du film et qui met du tragédie sur le générique. Ouais, voilà, des trucs comme ça, si tu veux, c'est une manière de dire ok, on va occidentaliser un produit, parce que c'est comme ça qu'il le voit, asiatique, qu'on peut pas vendre tel quel en fait au public occidental. C'est intéressant de faire la comparaison. En fait, il y a ça, et puis je te dis, tu regardes aussi la façon dont certains films de Bruce Lee pouvaient être coupés, sortis d'une certaine manière, en enlevant des scènes. Et puis le film avait été coupé d'ailleurs, la version sortie aux États-Unis. Je sais pas si nous on a toujours eu la version unrated, parce que pour le coup la scène de douche, là je l'ai revue dans la version présentée comme non censurée. Qui a été sorti par Kazé, a sorti un Blu-ray qui est de très bonne facture d'ailleurs, il n'y a pas de bonus mais la copie est correcte, il y a en vers 2013, donc si vous voulez voir le film vous pouvez prendre ça pour se trouver à pas cher. Et alors pour le coup la scène de douche et même les trucs un peu violents, moi j'ai le souvenir d'avoir ça correspondait à peu près à ceux dont je me souvenais de ma VHS à l'époque. C'est vrai qu'il y a un petit peu mais par contre effectivement vous pouvez voir la version japonaise avec la version avec il y a un petit peu de violence que t'as pas du tout dans le jeu en fait, c'est-à-dire que t'as des mecs qui se font flinguer tirer des rafales, qui sont mitraillés. Il y a Camille au début casse la nuque du mec qui l'assassine. La baston entre Chun-Li et Vega avec la griffe, il lui fait quand même du dégât. Il se retrouve quand même avec 2-3 balafres qu'il envoie à l'hosto, quoi. On peut pas dire que c'est un film mature, mais on va dire qu'il y avait un peu de violence par rapport au jeu vidéo. Un peu plus corsé que le genre lui-même, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, qui se contentait de faire vomir les gens, quoi. Dans le jeu, tu mettais une grosse patate, tu vois, il pouvait vomir les personnages. Oui, c'est vrai. Mais du coup, on est d'accord, on en reste plus ou moins là. C'est une curiosité intéressante. Voilà, ça reste intéressant à voir, mais effectivement, je pense que l'aura qu'il pouvait avoir à l'époque bénéficiait surtout de ce qu'on pouvait penser de Street Fighter et du fait de pouvoir voir une adaptation qu'on pouvait juger plus. Je suis content, j'ai Ryu et c'est vraiment un karatéka, il a vraiment son gi et tout ça, quoi. Et effectivement du niveau globalement lamentable des productions japonaises qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, parce que pour l'anecdote, le film, donc le troisième film Fatal Fury, sorti au cinéma au Japon la même année, curieusement, je sais pas s'il y avait un truc dans l'air ou quoi, mais lui aussi il a une scène de douche avec Mai Shiranui, qui était un personnage de toute manière déjà plus sexualisé à la base que pouvait l'être Chun-Li. Voilà. Mais voilà, ils devaient se dire, ils étaient tous dans la même optique à l'époque, quoi. Ils parlent entre eux, ça se trouve. C'est ça. Il devait peut-être y avoir des secrets d'initiés. Donc c'était la dernière anecdote, tu vois, pour terminer, il fallait terminer sur ça. Merci Mathieu. Merci à toi Stéphane. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors je vous rappelle qu'on a lancé un Tipeee il y a quelques temps déjà, et si vous voulez nous soutenir, donc il y a une adresse, c'est tipeee3e.com, les mots-clés c'est Capture Mag. Vous pouvez nous retrouver sur les agrégateurs de contenu. J'adore en fait utiliser ce mot agrégateur de podcast. Ça fait classe. Ça fait classe, tu vois. Ça donne plus un truc genre allez sur Apple Podcast. Ça fait start-up, tu vois. Nous sommes la start-up nation. Voilà, c'est ça. Donc alors c'est Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes ces choses-là. On est aussi sur SoundCloud, on a un petit compte. On est sur YouTube avec des vidéos aussi. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. Et merci Alain à la technique. Et merci Alain à la technique. J'oublie toujours de remercier Alain à la technique. C'est pas possible, il va se finir par se vexer. Je pense qu'il est déjà vexé depuis longtemps.